On va parler grammaire aujourd'hui. Mais attention, pas la grammaire des manuels, celle des règles un peu poussiéreuses qu'on apprend à l'école, non. On va la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un outil incroyablement puissant qui sculpte notre façon de penser et de voir le monde. Cette phrase, elle est assez forte, non? L'idée, c'est que les plus petits mots qu'on choisit, un connecteur par-ci, un temps de verbe par-là, eh bien tout ça a des conséquences immenses. Ces mots ne feraient pas que décrire la réalité, ils la construiraient, littéralement. D'accord, mais comment ça marche, concrètement? En fait, quand on comprend les outils de la cause et de la conséquence, c'est un peu comme si on mettait la main sur les plans d'architecte d'un auteur. On voit comment il construit son argumentation, son univers, sont les fondations de sa pensée. Et pour bien voir ça, on va assister à un véritable duel de géants. D'un côté, on a Zola, avec sa syntaxe de la fatalité, de l'inéluctable, et de l'autre, Proust, avec sa grammaire du doute, de l'incertitude. Deux visions du monde radicalement opposées, qui s'affrontent avec pour seule arme la grammaire. Alors, entrons un peu dans le déval, dans la boîte à outils. On va commencer par la cause. Exprimer le pourquoi de quelque chose, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est jamais. Le langage lui-même nous force à prendre parti, à avoir une perspective. Prenez ces deux expressions, par exemple, à cause de et grâce à. Sur le fond, ils veulent dire la même chose, en raison de. Mais la différence est énorme. À cause de, ça implique une connotation négative. On cherche presque un coupable. Grâce à, au contraire, c'est positif. On distribue des bons points. Impossible d'être neutre. Le choix du mot, à lui seul, est déjà un jugement. Très bonne question. Là, on quitte le terrain de l'émotion pour entrer dans l'argumentation pure. Comment est-ce qu'on peut se servir d'une information connue de tous, non pas pour informer, mais bien pour convaincre, pour amener l'autre vers notre conclusion? Eh bien, tout le secret réside dans la nuance entre parce que et puisque. C'est subtil, mais c'est la clé. Parce que donne une explication, une info nouvelle. Il est en retard parce qu'il a raté son train. On apprend la raison. Puisque c'est totalement différent. Ça s'appuie sur un fait déjà connu, une évidence partagée. Puisque tu es là, aide-moi. Le fait que la personne soit là, ce n'est pas une nouvelle, c'est un point de départ pour une demande. C'est un pur outil de persuasion. Bon, on a bien exploré la cause. Passons maintenant à son miroir, la conséquence. Et là, on va voir qu'un simple changement de mode verbal, juste passer de l'indicatif au subjonctif, ça peut transformer un fait avéré en une simple intention. La réalité change. Prenons cette phrase. Il a fermé la porte de sorte que personne ne pouvait entrer. Ici, le verbe pouvait est à l'indicatif. Et l'indicatif, c'est le mode du réel, du certain. Donc là, on est dans le pur constat. C'est un fait. La porte est fermée, personne n'a pu entrer, point final. La conséquence est actée, indiscutable. Maintenant, attention, on change juste le mode du verbe. Ferme la porte, de sorte que personne ne puisse entrer. Le subjonctif, puisse, change absolument tout. On n'est plus dans le fait accompli, on est dans le but, l'intention. Le résultat n'est plus une certitude, c'est un objectif qu'on vise, sans garantie qu'il soit atteint. Et nous revoilà sur le ring pour notre fameux duel. C'est le moment de voir ces outils en action, de voir comment ces deux géants de la littérature s'en emparent pour construire des univers qui n'ont rien à voir. Chez Zola, la syntaxe est une véritable mécanique de précision, mais une mécanique implacable. Il adore les connecteurs comme si bien que, qui enchaînent les faits les uns aux autres. Chaque phrase semble être la conséquence fatale de la précédente. Ça crée un sentiment d'étouffement, d'inéluctabilité. Ces personnages ne sont pas vraiment des acteurs de leur vie. Ils sont le produit de forces qui les dépassent complètement. Regardez bien cet extrait de l'Assommoir. L'action de Gervaise n'est pas présentée comme un choix réfléchi. Non, elle est la conséquence directe, presque automatique, de la pression du propriétaire. Ce participe présent, voyant que, il a ici une valeur de cause implacable. Elle n'agit pas, elle réagit. Sa volonté personnelle est comme effacée, écrasée par la grammaire elle-même. Allez, on passe chez Proust. Et là, on change complètement de planète. Si la phrase de Zola est une ligne droite, celle de Proust, c'est une arborescence, un labyrinthe. Une seule conséquence, un seul événement, peut déclencher une exploration sans fin de toutes les causes possibles, de toutes les hypothèses. C'est la grammaire de l'analyse, de l'introspection. Cet exemple est juste parfait. Le narrateur est face à un simple silence. Mais au lieu de conclure, il fait tout le contraire. Il déploie un éventail infini de causes possibles, tout au subjonctif. Soit que, soit encore que. Il est incapable de choisir une seule cause. Et ce qui est génial, c'est que la syntaxe elle-même devient l'incertitude. Elle mime l'anxiété de cet esprit qui analyse tout le temps, sans jamais s'arrêter. Bon, tout ça c'est passionnant, mais sortons un peu de la littérature. Comment est-ce que cette compréhension de la cause et de la conséquence peut nous servir, à nous, au quotidien? Comment ça peut aiguiser notre esprit critique? On arrive au cœur du sujet. Maîtriser cette logique de cause à effet, ce n'est pas juste un exercice de style pour briller en société. Non, c'est une compétence absolument fondamentale pour penser de manière claire,
pour construire des arguments qui tiennent la route, et peut-être plus important encore, pour déceler les raisonnements fallacieux. Et en parlant de raisonnement fallacieux, en voici un grand classique, le sophisme post hoc. En latin, ça veut dire « après cela, donc à cause de cela ». C'est l'erreur qui consiste à penser que si un événement B se produit après un événement A, alors c'est forcément A qui a causé B. C'est le fameux « le coq chante, puis le soleil se lève, donc le chant du coq fait lever le soleil ». On en sourit, mais cette erreur de logique, on la croit absolument pas. Pour revenir à notre exemple littéraire, étape 1, le romantisme décline. Étape 2, le réalisme apparaît juste après. Conclusion facile et erronée, donc c'est l'échec du romantisme qui a provoqué l'émergence du réalisme. C'est un raccourci intellectuel. La succession dans le temps ne prouve jamais, au grand jamais, un lien de cause à effet. On oublie tous les autres facteurs, sociaux, scientifiques, politiques. Et on va terminer sur cette question, cette réflexion. La façon dont on lit les événements, les petits mots qu'on choisit pour articuler la cause et la conséquence, tout ça, ça dessine une vision du monde. Zola, avec sa grammaire, a bâti un monde de fatalité. Proust, un monde de doute infini. Et nous, à chaque fois qu'on parle, qu'on écrit, on fait un peu la même chose. Alors la question reste ouverte. Quel monde nos propres mots construisent-ils ?